guère de passion qui ne soit un petit feu dans son commencement et qui ne s'éteignît bientôt si une juste défiance de nous-mêmes nous faisait fuir les objets capables de l'attiser. Phèdre criminelle malgré elle-même est une fable comme celle de la naissance de Bacchus et de Minerve. Qu'on ne me fasse point dire après cela que les poèmes dramatiques sont un remède souverain et universel en morale. Je suis trop éloigné de rien penser d'approchant. Je veux dire seulement que les poèmes dramatiques corrigent quelquefois les hommes et que souvent ils leur donnent l'envie d'être meilleurs. C'est ainsi que le spectacle imaginé par les Laicédémoniens pour inspirer la version de l'ivrognerie à leur jeunesse faisait son effet. L'horreur que la manie et l'abrutissement des esclaves qu'on exposait ivres sur un théâtre donnait aux spectateurs laissés en eux une ferme résolution de résister aux attraits de ce vice. Cette résolution empêchait quelques jeunes gens de prendre du vin avec excès, quoiqu'elle ne fût point capable d'en retenir plusieurs autres. Il est des hommes trop fougueux pour être retenus par des exemples et des passions trop allumées pour être éteintes par des réflexions philosophiques. La tragédie purge donc les passions à peu près comme les remèdes guérissent, et comme les armes défensives garantissent des coups des armes offensives. La chose n'arrive pas toujours, mais elle arrive quelquefois. J'ai supposé dans tout ce que je viens de dire la morale des pièces de théâtre, aussi bonne qu'elle doit l'être. Les poètes dramatiques, dignes d'écrire pour le théâtre, ont toujours regardé l'obligation d'inspirer la haine du vice et l'amour de la vertu comme la première obligation de leur art. Ce que je puis assurer, dit Racine à ce sujet, c'est que je n'ai point fait de tragédie où la vertu soit plus mise au jour que dans celle-ci. Les moindres fautes y sont sévèrement punies. La seule pensée du crime y est regardée avec autant d'horreur que le crime même. Les faiblesses de l'amour y passent pour de véritables faiblesses. Les passions n'y sont présentées aux yeux que pour montrer le désordre dont elles sont cause, et le vice y est peint partout avec des couleurs qui en font connaître et haïr la difformité. C'est là proprement le but que tout homme qui travaille pour le théâtre doit se proposer, et c'est ce que les premiers poètes tragiques avaient eu en vue. Sur toute chose, leur théâtre était une école où la vertu n'était pas moins bien enseignée que dans les écoles des philosophes. Les écrivains qui ne veulent pas comprendre comment la tragédie purge les passions allèguent pour justifier leurs sentiments que le but de la tragédie est de les exciter. Un peu de réflexion leur aurait fait trouver l'éclaircissement de cette ombre de difficulté s'ils avaient daigné le chercher. La tragédie prétend bien que toutes les passions dont elle fait des tableaux nous émeuvent, mais elle ne veut pas toujours que notre affection soit la même que l'affection du personnage tourmenté par une passion, ni que nous épousions ses sentiments. Le plus souvent, son but est d'exciter en nous des sentiments opposés à ceux qu'elle prête à ses personnages. Par exemple, quand la tragédie nous dépeint Médée qui se venge par le meurtre de son propre enfant, elle dispose son tableau de manière que nous prenions en horreur la passion de la vengeance, laquelle est capable de porter à des excès si funestes. Le poète prétend seulement nous inspirer des sentiments qu'il prête à ceux des personnages qu'il dépeint vertueux, et encore ne veut-il nous faire épouser que ceux de leurs sentiments qui sont louables. Or, quand on dit que la tragédie purge les passions, on entend parler seulement des passions vicieuses et préjudiciables à la société. Une tragédie qui donnerait du dégoût des passions utiles à la société, telles que sont l'amour de la patrie, l'amour de la gloire, la crainte du déshonneur, serait aussi vicieuse qu'une tragédie qui rendrait le vice aimable. Il est vrai qu'il est des poètes dramatiques ignorants dans leur art et qui, sans connaissance des mœurs, représentent souvent le vice comme une grandeur d'âme et la vertu comme une petitesse d'esprit et de cœur. Mais cette faute doit être imputée à l'ignorance ou bien à la dépravation de l'artisan et non point à l'art. On dit du chirurgien qui estropie ce qu'il saigne qu'il est un maladroit, mais sa faute ne décrit point la saignée, ne discrédite pas la chirurgie. Un auteur étourdi fait une comédie qui détruit un des principaux éléments de la société, je veux dire la persuasion, où doivent être les enfants que leurs parents les aiment encore plus que ses parents ne s'aiment eux-mêmes. Il fait rouler l'intrigue de sa pièce sur la ruse d'un père qui met en œuvre la fourberie la plus raffinée pour faire enfermer ses enfants qui sont bien nés, afin de s'approprier leurs biens et d'en jouir avec sa maîtresse. L'auteur dont je parle expose ce mystère d'iniquité sur la scène comique.
sans le rendre plus odieux que Thérence cherche à rendre odieux les tours de jeunesse des Esquines et des Pamphiles, que le bouillon de l'âge précipite, malgré leur remords, dans des faiblesses que le monde excuse, et dont les pères eux-mêmes ne sont pas toujours aussi désespérés qu'ils le disent. D'ailleurs, l'intrigue des pièces de Thérence finit par un dénouement qui met le fils en état de satisfaire à la fois son devoir et son inclination. La tendresse paternelle, combattue dans le père par la raison, les agitations d'un enfant bien-né, tourmenté par la crainte de déplaire à ses parents ou de perdre sa maîtresse, donne lieu à plusieurs incidents intéressants dont il peut résulter une morale utile. Mais la barbarie d'un père qui veut sacrifier ses enfants à une passion que la jeunesse ne saurait plus excuser en lui, ne peut être regardée que comme un crime énorme, est-elle à peu près que celui de Médée. Si ce crime peut être exposé sur le théâtre, s'il peut y donner lieu à une morale utile, c'est en cas qu'il y paraisse dépeint avec les couleurs les plus noires et qu'il n'y soit enfin puni des châtiments les plus sévères que Melpomène emploie mais dont Thalie ne peut pas se servir. Il est contre les bonnes mœurs de donner l'idée que cette action n'est qu'une faute ordinaire en la faisant servir de sujet à une pièce comique. Qu'on flétrisse donc cette pièce odieuse, et qu'on tombe d'accord en même temps que les comédies de Thérence et la plupart de celles de Molière sont propres à purger les passions. De la musique proprement dite, il nous reste à parler de la musique comme du troisième des moyens que les hommes ont inventés pour donner une nouvelle force à la poésie et pour la mettre en état de faire sur nous une plus grande impression. Ainsi que le peintre imite les traits et les couleurs de la nature, de même le musicien imite les tons, les accents, les soupirs, les inflexions de voix, enfin tous ces sons à l'aide desquels la nature même exprime ses sentiments et ses passions. Tous ces sons, comme nous l'avons déjà exposé, ont une force merveilleuse pour nous émouvoir, parce qu'ils sont les signes des passions instituées par la nature dont ils ont reçu leur énergie, au lieu que les mots articulés ne sont que des signes arbitraires des passions. Les mots articulés ne tirent leur signification et leur valeur que de l'institution des hommes, qui n'ont pu leur donner cours que dans un certain pays. La musique, afin de rendre l'imitation qu'elle fait des sons naturels plus capables de plaire et de toucher, l'a réduite dans ce champ continu qu'on appelle le sujet. Cet art a trouvé encore deux moyens de rendre ce champ plus capable de nous plaire et de nous émouvoir. L'un est l'harmonie et l'autre est le rythme. Les accords dans lesquels l'harmonie consiste ont un grand charme pour l'oreille et le concours des différentes parties d'une composition musicale qui font ces accords contribuent encore à l'expression du bruit que le musicien prétend imiter. La basse continue et les autres parties aident beaucoup le chant à exprimer plus parfaitement le sujet de l'imitation. Les anciens appelaient rythme en musique ce que nous appelons mesure et mouvement. Or, la mesure et le mouvement donnent l'âme, pour ainsi dire, à une composition musicale. La science du rythme, en montrant à varier à propos la mesure, ôte de la musique cette uniformité de cadence, qui serait capable de la rendre bientôt ennuyeuse. En second lieu, le rythme sait mettre une nouvelle vraisemblance dans l'imitation que peut faire une composition musicale, parce que le rythme lui fait imiter encore la progression et le mouvement des bruits et des sons naturels qu'elle imitait déjà par le chant et par l'harmonie. Ainsi, le rythme donne une vraisemblance de plus à l'imitation. La musique fait donc ses imitations par le secours du chant, de l'harmonie et du rythme. Dans le chant, il faut noter principalement trois aspects: l'harmonie, le discours et le rythme. L'harmonie concerne le son, le discours la compréhension des mots et la variété de l'expression, le rythme, le mouvement harmonieux et la mélodie. C'est ainsi que la peinture fait ses imitations par le secours du trait, du clair-obscur et des couleurs locales. Les signes naturels des passions que la musique rassemble et qu'elle emploie avec art pour augmenter l'énergie des paroles qu'elle met en chant doivent donc les rendre plus capables de nous toucher, parce que ces signes naturels ont une force merveilleuse pour nous émouvoir. Ils la tiennent de la nature même. En effet, il n'est rien de plus connu de notre esprit que les rythmes et les sons qui nous excitent, nous enflamment, nous calment, nous endorment, dit un des plus judicieux observateurs des affections des hommes. C'est ainsi que le plaisir de l'oreille devient le plaisir du cœur. De là sont nées les chansons, et l'observation qu'on aura faite que les paroles de ces chansons avaient bien une autre énergie lorsqu'on les entendait chanter que lorsqu'on les entendait déclamer.
a donné lieu à mettre des récits en musique dans les spectacles, et l'on est venu successivement à chanter une pièce dramatique en entier. Voilà nos opéras. Il est donc une vérité dans les récits des opéras, et cette vérité consiste dans l'imitation des tons, des accents, des soupirs et des sons qui sont propres naturellement aux sentiments contenus dans les paroles. La même vérité peut se trouver dans l'harmonie et dans le rythme de toute la composition. La musique ne s'est pas contentée d'imiter dans ses chants le langage inarticulé de l'homme et tous les sons naturels dont il se sert par instinct. Cet art a voulu encore faire des imitations de tous les bruits qui sont les plus capables de faire impression sur nous lorsque nous les entendons dans la nature. La musique ne se sert que des instruments pour imiter ces bruits, dans lesquels il n'y a rien d'articulé, et nous appelons communément ces imitations des symphonies. Cependant, les symphonies ne laissent pas de jouer, pour ainsi dire, différents rôles dans nos opéras, et cela avec beaucoup de succès. En premier lieu, bien que cette musique soit purement instrumentale, elle ne laisse pas de contenir une imitation véritable de la nature. En second lieu, il y a plusieurs bruits dans la nature capables de produire un grand effet sur nous, quand on nous les fait entendre à propos dans les scènes d'une pièce dramatique. La vérité de l'imitation d'une symphonie consiste dans la ressemblance de cette symphonie avec le bruit qu'elle prétend imiter. Il y a de la vérité dans une symphonie composée pour imiter une tempête, lorsque le chant de la symphonie, son harmonie et son rythme nous font entendre un bruit pareil au fracas que les vents font dans l'air et au mugissement des flots qui s'entrechoquent ou qui se brisent contre des rochers. Telle est la symphonie qui imite une tempête dans l'opéra d'Alcyone de Barré. Ainsi, quoique ces symphonies ne nous fassent pas entendre encore aucun son articulé, elles ne laissent pas de pouvoir jouer des rôles dans des pièces dramatiques, parce qu'elles contribuent à nous intéresser à l'action, en faisant sur nous une impression approchante de celle que ferait le bruit même, dont elles sont une imitation, si nous entendions ce bruit dans les mêmes circonstances que nous entendons la symphonie qui l'imite. Par exemple, l'imitation du bruit d'une tempête, qui va submerger un personnage à qui le poète nous fait prendre actuellement un grand intérêt, nous affecte comme nous affecterait le bruit d'une tempête prête à submerger une personne, pour laquelle nous nous intéresserions avec chaleur, si nous nous trouvions à portée d'entendre cette tempête véritable. Il serait inutile de répéter ici que l'impression de la symphonie ne saurait être aussi sérieuse que l'impression que la tempête véritable ferait sur nous, car j'ai déjà dit plusieurs fois que l'impression qu'une imitation fait sur nous est bien moins forte que l'impression faite par la chose imitée. Sans aucun doute, en toute chose, la vérité l'emporte sur l'imitation. Il n'est donc pas surprenant que les symphonies nous touchent beaucoup, quoique leur son, comme le dit Longin, ne soit que de simples imitations d'un bruit inarticulé, et s'il faut parler ainsi, des sons qui n'ont que la moitié de leur être et une demi-vie. Voilà pourquoi l'on s'est servi dans tous les pays et dans tous les temps du chant inarticulé des instruments pour remuer le cœur des hommes et pour mettre certains sentiments en eux, principalement dans les occasions où l'on ne saurait leur inspirer ces sentiments en se servant du pouvoir de la parole. Les peuples civilisés ont toujours fait usage de la musique instrumentale dans leur culte religieux. Tous les peuples ont eu des instruments propres à la guerre et ils s'y sont servis de leur chant inarticulé, non seulement pour faire entendre à ceux qui devaient obéir les ordres de leur commandant, mais encore pour animer le courage des combattants et même quelquefois pour le retenir. On a touché ces instruments différemment, suivant l'effet qu'on voulait qu'ils fissent, et on a cherché à rendre leur bruit convenable à l'usage auquel on le destinait. Peut-être aurions-nous étudié l'art de toucher les instruments militaires autant que les anciens l'avaient étudié, si les anciens l'avaient étudié, si le fracas des armes à feu laissait nos combattants en état d'entendre distinctement le son de ces instruments. Mais quoique nous n'ayons pas travaillé beaucoup à perfectionner nos instruments militaires, et quoique nous ayons si fort négligé l'art de les toucher, qui donnait tant de considération parmi les anciens, que nous regardons ceux qui exercent cet art aujourd'hui comme la partie la plus vile d'une armée, nous ne laissons pas de trouver les premiers principes de cet art dans nos camps. Nos trompettes ne sonnent point la charge comme ils sonnent la retraite. Nos tambours ne battent point la chamade du même mouvement dont ils battent la charge. Les symphonies de nos opéras, et principalement les symphonies des opéras de Lully, le plus grand poète en musique dont nous
nous ayons des ouvrages rendent vraisemblables les effets les plus surprenants de la musique des anciens. Peut-être que les bruits de guerre de Thésée, des sourdines d'Armide et plusieurs autres symphonies du même auteur auraient produit de ces effets qui nous paraissaient fabuleux dans le récit des auteurs anciens, si on les avait fait entendre à des hommes d'un naturel assez vif que des Athéniens, et cela dans des spectacles où ils eussent été émus déjà par l'action d'une tragédie. Nous-mêmes, ne sentons-nous pas que ces airs font sur nous l'impression que le musicien a eu l'intention de le faire produire? Ne sentons-nous pas que ces symphonies nous agitent, nous calment, nous attendrissent, enfin qu'elles agissent sur nous à peu près comme les vers de Corneille et ceux de Racine peuvent agir?